Que fait-on maintenant, après cette journée, avec tous les acteurs qui sont réunis, pour la Martinique dans les jours, dans les mois qui viennent, concrètement et en pratique? Que fait-on? Alors, on va proposer une dizaine d'actions. Bien entendu, ce sont des propositions qui sont à adapter avec la situation, avec les acteurs de la région, peuvent être complétées par d'autres actions. Il y en a qui ont déjà été initiées, d'autres qui sont à faire. Donc on propose 10 actions. La première, c'est le manifeste que vous avez donc en affiche à l'entrée, là sur les tables. Je vous invite à en prendre une ou deux ou trois pour mettre dans les salles d'attente des cabinets de consultation, des services de maternité, de différents endroits, pour dire que vous êtes sensible à cette problématique des violences pour que les patientes puissent le savoir. Donc c'est un geste simple, c'est une première action que vous pouvez faire en rentrant, en prenant l'affiche. Deuxième action, c'est faire une campagne nationale de sensibilisation des professionnels de santé dans chaque région de France avec l'organisation de colloques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, en invitant les acteurs décideurs pour mettre en place des actions concrètes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Troisième type d'action, c'est la coordination médicale santé femmes victimes de violences. C'est l'idée de mettre un référent médical, donc un professionnel de santé, au sein des hôpitaux qui puisse servir de référence pour l'ensemble de l'hôpital. Alors ça fait partie des recommandations du plan triennal. L'ARS, normalement, dans les différentes recommandations, doit mettre en place ce type de référent. Pour l'instant, je ne connais pas d'endroit où ça a été mis en place. Peut-être en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne connais pas d'autres endroits. Et pas non plus, d'accord. Et pour avoir essayé de le mettre en place dans ma région, on se heurte quand même à quelques résistances de la part de l'ARS ou des hôpitaux. Donc là, il y a un réel travail à faire. Je pense que c'est un très bon outil d'avoir quelqu'un qui est un petit peu le référent sur qui on peut s'appuyer quand on commence à débuter, quand on débute dans cette prise en charge et qu'on a besoin d'avoir un peu de connaissances. Alors c'est un référent qui peut être dans un service de gynéco-obstétrique, dans un service de pédiatrie, dans un service d'urgence, bien entendu. Alors aussi dans les services du MJ, sachant que l'idée c'est que le référent soit au sein d'un service dans lequel les patientes viennent pas forcément pour des violences. Dans l'UMJ, c'est peut-être déjà un petit peu stigmatisé. Les gens qui font la démarche d'aller vers une UMJ sont déjà des gens qui ont un parcours derrière eux qui est assez conséquent. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique peut-être dans les services d'urgence ou de gynéco ou de pédiatrie, vu le retentissement vis-à-vis des enfants. Quatrième action, inciter à poser la question systématiquement pendant la grossesse. Alors, des petits moyens comme la case à cocher dans les dossiers. Inscrire le fait que les violences pendant la grossesse, c'est un facteur de risque de la grossesse, d'un mauvais déroulement de la grossesse. Ensuite, stimuler, faire des actions au niveau des études universitaires, de la formation médicale continue, avec bien entendu le Conseil national des universités, le syndicat des PUPH, les sociétés savantes, et stimuler les sujets sur ces questions de violence faites aux femmes dans les thèses de médecine, les mémoires de sage-femme, les mémoires de spécialisation, dans toute la publication, stimuler un peu les étudiants qui sont en passe de publier quelque chose pour qu'ils s'intéressent plus à ce thème. Ça vient, il y a de plus en plus de mémoires, mais il faut continuer à travailler sur ce thème. Développer la formation continue dans les formations universitaires, de type de spécialisation, les DU, la formation médicale continue, en gynéco, mais aussi en médecine d'urgence, pédiatrie, médecine du travail, etc. Créer un diplôme universitaire, c'est fait, c'est en Seine-Saint-Denis, Paris 8, enfin, c'est fait, mais on peut en créer d'autres. Pas tous permis pour tout le monde d'aller à Paris. Donc, créer des diplômes universitaires sur cette problématique des violences faites aux femmes, et bien entendu ouvert à un maximum de professionnels de santé, pas uniquement réservé à une catégorie de médecins. Modifier, pour la formation initiale, modifier les maquettes d'enseignement de formation initiale, que ce soit les études de sage-femme, d'infirmière, de médecine, de manière à ce qu'on intègre dans le cursus des cours sur les violences faites aux femmes et les retentissements des violences. Septième action, là c'est un petit peu... Non,
c'est bien. Non, ça peut être un petit peu sévère, mais je pense qu'il faut être des fois un petit peu violent pour lutter contre les violences. Donc c'est faire agir au niveau de l'HAS pour mettre en place des protocoles qui pourraient rentrer dans l'accréditation des hôpitaux. Donc dans les hôpitaux, quand on accrédite un hôpital, on réclame certaines qualités dans certains différents soins, différents secteurs. Les protocoles de prise en charge des violences conjugales ou violences faites aux femmes devraient faire partie de l'accréditation d'un hôpital voilà. Mettre en place des flyers, des affiches, donc une signalétique pour les professionnels avec des numéros utiles, adaptés bien entendu à la région. Rédiger des certificats médicaux avec une facilitation par des liens internet, des certificats type transférer aussi, organiser les transferts favorisés ou organisés vers les unités médico-judiciaires, de manière à ce que ce soit pas aussi un chemin de croix pour la patiente d'aller vers l'UMJ, mais trouver un moyen pour l'accompagner, pour que ce soit quelque chose de facilité, qu'elle y aille. Et puis ce référent médical que j'ai déjà évoqué. Des outils de communication, donc qui sont essentiellement mis en place par la MIPROF, la mission interministérielle, avec une création de fiches réflexes type à compléter avec les données de la région, qu'on pourrait distribuer largement chez tous les professionnels de santé. Communiquer sur le risque médico-légal qui implique les professionnels de santé via l'ordre des médecins, via les assurances professionnelles, via les syndicats de professionnels, sur le risque médico-légal de non-assistance à une femme victime de violence, l'obligation de moyens, c'est-à-dire de dépister les violences conjugales, la perte de chance de ne pas faire ce rôle de médical, et souligner la particularité des patientes vulnérables, en particulier donc les femmes enceintes, les mineurs, handicapés et sujets âgés. Et enfin, une 10e action, parce que bien de mettre en place des actions, mais toujours bon d'évaluer ce que l'on fait, c'est une fois que tout ça sera mis en place, d'en profiter pour faire des enquêtes épidémiologiques avec les référents médicaux au sein des hôpitaux pour avoir un registre plus ou moins exhaustif des décès annuels dus aux violences ou simplement des flux de patientes qui viennent pour des violences, de manière à ce qu'on se rende compte, une fois de plus, que la fréquence est importante. Voilà, l'objectif de ce colloque, c'est donc de se mobiliser autour de cette thématique et surtout de mobiliser les professionnels de santé qui, jusqu'à présent, dans les réseaux de prise en charge de la violence conjugale, la violence faite aux femmes, sont les grands absents. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis cette femme que l'on voit si souvent dans les diaporamas, qui est très connue. Je vous remercie. Maintenant, on va laisser la place à la table ronde et à voir ce qu'on peut faire.